Bonjour. Alors nous avons vu dans les séquences précédentes l'étape de prévision des ventes et l'étape de budgétisation des ventes. La troisième étape, c'est celle du contrôle des ventes. Une étape, je dirais, ultime, une étape qui ne manque pas d'importance, tout d'ailleurs comme les deux autres étapes, parce que c'est le budget des ventes qui relate les objectifs en termes de quantité et de prix et en termes de charges à supporter. Si ces prévisions ne sont pas pertinentes, eh bien on aurait des références qui ne sont pas tout simplement fiables et le contrôle ici serait donc, je dirais, d'une importance faible, sinon d'une utilité, je dirais, presque nulle. Alors le contrôle des ventes consiste à comparer les réalisations aux objectifs. Alors je vous rappelle que nous avons établi dans la première étape du budget des ventes à partir des prévisions. Nous avons les prévisions de vente en termes de quantité et de prix, parce que le travail d'élaboration des prévisions il est sanctionné par le budget des ventes, et le budget ici est présenté à la fois au niveau des quantités et des prix à pratiquer. Nous allons attendre la fin de la période, la fin du mois, la fin du trimestre, la fin du semestre, la fin de l'année éventuellement, selon la périodicité retenue pour les budgets de vente. Alors les réalisations seront obtenues pour les mêmes éléments, c'est-à-dire les quantités et les prix. Donc dans le budget, nous avons les quantités et les prix prévus, et dans les réalisations, c'est-à-dire le budget réel, nous avons les quantités et les prix réels. On va procéder à des comparaisons. Et c'est à partir de là que le contrôle budgétaire commence à prendre forme. Alors cette comparaison se fait en calculant les écarts. En calculant des écarts, c'est-à-dire la différence entre une donnée réelle et une donnée prévue. La différence entre une observation, un constat et un objectif ou bien une norme à respecter. Le chiffre d'affaires préétabli, la marge préétablie, la quantité préétablie, le prix préétabli, ainsi de suite. Alors là, le calcul des écarts permettrait de mettre en œuvre par la suite des actions correctives, c'est-à-dire rectifier si éventuellement la confrontation des réalisations aux prévisions met en évidence un écart anormalement important. Un écart anormalement important, c'est-à-dire qu'une déviation par rapport à l'objectif, un chiffre d'affaires réel en dessous, au-dessous, bien en deçà des prévisions, les quantités réellement vendues en deçà des quantités prévues, et donc cela nécessite de mettre en œuvre des actions correctives, telles que par exemple renforcer la publicité, telles que accorder des réductions, telles que élargir le réseau de distribution. En tout cas, un écart, ce n'est qu'une information, un indicateur qui indique soit une amélioration de la performance, soit une détérioration de la performance. Voilà la signification d'un écart. C'est une information chiffrée qui traduit, je dirais, la marche ou bien le fonctionnement d'un département. Ici, c'est le département des ventes, puisque nous sommes confinés dans la division commerciale. Alors l'objectif donc de calcul et de l'analyse des écarts, c'est de piloter l'entreprise ou plutôt l'activité commerciale dans les limites définies par les budgets. C'est-à-dire en l'absence des budgets, on n'aura pas de référence et on ne saura pas est-ce que nous avons réalisé, est-ce qu'elle est normalement conforme à ce qu'on mérite ou bien à ce qu'on peut réaliser ou non. Et donc le budget ici, c'est un ensemble d'objectifs à la fois en termes de quantité et de prix, et les réalisations, c'est ce que nous avons constaté durant la période. Et donc l'analyse des écarts permet de mettre sous tension les différents départements, ou bien le département plutôt, ou bien les différents services du département commercial. Et c'est l'intérêt finalement du contrôle de gestion, ou bien du contrôle budgétaire, c'est de mettre sous tension les acteurs pour assurer un minimum de cohérence, des différents dirigeants, c'est-à-dire assurer à ce que tous les dirigeants convergent vers les mêmes objectifs, ceux de l'organisation, et non pas d'autres objectifs qui peuvent être ceux des acteurs eux-mêmes. Alors le contrôle budgétaire de l'activité commerciale, généralement, il doit faire apparaître le respect des objectifs que nous avons confiés aux différents responsables commerciaux. Et ces objectifs, ils peuvent être liés aux quantités à vendre, au prix à fixer, ou bien au respect d'une certaine structure des différentes ventes. Alors là, les objectifs de quantité, c'est tout à fait normal parce que
on fixe un chiffre d'affaires à réaliser pour un responsable commercial, et ce chiffre d'affaires, c'est finalement le produit de la quantité et du prix. On multiplie la quantité par le prix, et donc pour que le chiffre d'affaires soit bien atteint, eh bien, il faut fixer un objectif de quantité. La même chose au niveau du prix, on doit fixer une fourchette pour ne pas avoir des améliorations des ventes au détriment, je dirais, de la rentabilité de l'entreprise. Nous reviendrons sur l'écart sur marge par la suite. Et puis enfin, les objectifs de structure entre les différentes ventes. Alors là, si l'entreprise, par exemple, vend plusieurs produits A, B et C, et que la marge au niveau de chacun des produits n'est pas la même, alors là, normalement, on est obligé de respecter une certaine proportionnalité entre les ventes. Les ventes ne doivent pas faites, je dirais, au niveau des produits à faible marge au détriment des produits à forte marge, parce que l'objectif de l'entreprise, ce n'est pas de vendre pour vendre, c'est-à-dire augmenter le chiffre d'affaires en volume, mais il faut que cette augmentation du chiffre d'affaires s'accompagne d'une amélioration de la rentabilité. C'est peut-être là une grande limite de l'écart sur chiffre d'affaires, comme nous le verrons par la suite. Alors, quels sont les outils qui permettent le contrôle de l'activité commerciale ou bien le contrôle budgétaire des ventes? Alors, généralement, deux types d'écarts sont utilisés ou bien sont mobilisés. L'écart sur vente ou bien l'écart sur chiffre d'affaires et l'écart sur marge. Alors, l'écart sur vente ou bien l'écart sur chiffre d'affaires cherche à savoir dans quelle mesure le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise est conforme à ce qui a été prévu. Et donc, il s'agit de comparer le chiffre d'affaires réel au chiffre d'affaires prévu pour savoir dans quelle mesure il y a amélioration ou inversement détérioration du chiffre d'affaires ou bien des ventes. Et puis par la suite, dans l'objectif de localiser les responsabilités, il serait question de décomposer l'écart global sur chiffre d'affaires. On a un écart sur quantité, un écart sur prix. Nous reviendrons en détail sur cela. Généralement, le chiffre d'affaires ne renseigne pas sur la rentabilité de l'entreprise, et nous avons attiré l'attention tout à l'heure que l'objectif sur le fait que l'entreprise cherche à vendre pour réaliser une marge et non pas cherche à vendre pour dire nous avons vendu. Et donc ce qui importe, ce n'est pas l'augmentation du chiffre d'affaires en absolu, mais c'est l'augmentation du chiffre d'affaires qui s'accompagne, je dirais, d'une amélioration de la rentabilité. La rentabilité ici est calculée par une marge que nous avons calculée tout à l'heure. Et donc nous avons les deux outils qui permettent le contrôle budgétaire des ventes, l'écart sur chiffre d'affaires, ou bien l'écart sur vente et l'écart sur marge. Et de cette façon, l'écart sur chiffre d'affaires sera l'analyse des ventes plutôt portera sur l'écart sur chiffre d'affaires et l'écart sur marge. Alors, premier outil, c'est le calcul et l'analyse de l'écart sur chiffre d'affaires. Alors, un écart, c'est la différence entre une donnée observée, historique, constatée, et une donnée prévue. Alors, dans le cadre des coûts préétablis, nous avons dit que la donnée préétablie, c'est le coût préétabli, et la donnée réelle, c'est le coût réel. Là, nous allons changer de langage, c'est normal, parce que chaque département, chaque centre de responsabilité, au niveau des centres de coûts, on ne parle que de coûts, mais au niveau des centres de profit, on parle de recettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et on parle de profit, c'est-à-dire, je dirais, la marge que nous allons calculer par la suite. Alors, l'écart global sur chiffre d'affaires se calcule de la façon suivante. C'est le chiffre d'affaires réel, celui constaté, moins le chiffre d'affaires prévu, bien le chiffre d'affaires budgété, ou bien le chiffre d'affaires prévisionnel, ou le chiffre d'affaires préétabli. Là, les appellations ne doivent pas poser problème. À un certain moment, il faudrait, je dirais, laisser une distance par rapport aux appellations et essayer, je dirais, de comprendre et le sens de chacune des appellations. Donc l'écart sur chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévu. Alors comment nous allons calculer le chiffre d'affaires réel et prévu? Alors nous allons le calculer à partir de notations que nous avons l'habitude de retenir ensemble. Chaque fois qu'on vous demande de retenir les notations, c'est-à-dire on essaie un peu de nous mettre d'accord sur un langage à utiliser pour pouvoir parler un même langage, parce que le début de l'apprentissage et donc de la cohérence, je dirais, intellectuelle et scientifique, c'est le partage d'un langage, un même langage. Si nous parlons tous le même langage, et donc on peut communiquer sans problème. C'est la raison pour laquelle, dans l'objectif de standardiser, de formaliser un langage accessible à tout le monde, nous allons retenir les notations comme nous l'avons déjà fait
au niveau du premier chapitre. Alors, on va mettre P indice R, le prix de vente unitaire réel. Oui, c'est-à-dire le prix d'une unité du produit vendu. Q indice R, c'est la quantité réellement vendue pour ce produit. Et inversement, on mettra P indice P, le prix de vente unitaire prévu ou bien préétabli, prévisionnel. Et enfin, la quantité prévue ou bien la quantité préétablie, Q indice P, c'est la quantité du produit que nous avons souhaité vendre ou que nous avons prévu de vendre. Alors nous avons donc les paramètres suivants, P indice R, Q indice R, P indice P, Q indice P. Alors quel est le chiffre d'affaires? Comment sera calculé le chiffre d'affaires réel? Le chiffre d'affaires réel, c'est le produit de la quantité et du prix au niveau des réalisations. Donc on aura, c'est Q indice R fois P indice R. Et le chiffre d'affaires prévu, c'est Q indice P fois P indice P. Donc là, les calculs, pour faciliter l'interprétation et l'analyse des données, doit se faire au niveau d'un tableau. Nous le verrons à travers une application par la suite pour ne pas être dispersé dans, je dirais, les formules et des données éparpillées sur plusieurs documents. Nous avons l'habitude de calculer les différents chiffres d'affaires au niveau d'un seul tableau, comme nous le verrons par la suite. Alors l'écart global sur chiffre d'affaires donc sera calculé par la différence entre le produit de la quantité réelle du prix réel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et la quantité préétablie fois le prix préétabli, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, je dirais, préétabli. Donc l'écart global sur chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires préétabli. Alors vous remarquez ici que chaque fois qu'il y a valorisation des quantités, chaque fois qu'il y a valorisation des quantités par un prix unitaire ou par un coût, donc nous avons dans l'écart deux paramètres qui doivent, je dirais, justifier, je dirais, la nature de l'écart ou bien l'évolution de l'écart. Nous avons la quantité et nous avons le prix. Alors là, vous savez que le chiffre d'affaires peut augmenter, ne serait-ce que par l'augmentation des quantités, et il peut diminuer, ne serait-ce que par la diminution des quantités. Inversement, le chiffre d'affaires peut augmenter par l'augmentation des quantités ou bien l'augmentation du prix, et inversement, je dirais, il peut diminuer par la diminution des quantités ou par la diminution des prix. Et donc, il est important de savoir, pour remonter vers les origines de l'écart sur chiffre d'affaires, de savoir quelle est l'influence ou bien l'impact de chacun des paramètres, c'est-à-dire la quantité et le prix, sur la nature de l'écart obtenu. Une manière de dire que l'écart sur chiffre d'affaires a deux origines. Il a deux origines, la quantité et le prix. Il serait important d'un point de vue contrôle de localiser les responsabilités pour savoir pourquoi le chiffre d'affaires a-t-il augmenté, inversement, pourquoi le chiffre d'affaires a-t-il diminué. Et donc l'écart sur chiffre d'affaires sera décomposé en un écart sur quantité et un écart sur prix par la suite. L'écart sur quantité, c'est la variation de la quantité qui multiplie le prix unitaire préétabli. Alors là, les variations des quantités, et nous retrouvons ici l'une des conventions du plan comptable général, c'est la valorisation de la variation des quantités par le prix unitaire préétabli et non pas par le prix unitaire réel. Pourquoi? Parce que, je dirais, lorsqu'on calcule l'écart sur quantité, on suppose qu'au niveau des prix, tout va bien. Ici, tout va bien, le prix réel est lui-même le prix préétabli, c'est-à-dire un écart neutre, pour savoir, je dirais, la part de l'écart sur chiffre d'affaires imputable aux quantités. Et donc, c'est tout à fait normal que la variation de la quantité est valorisée au prix unitaire préétabli et non pas au prix unitaire réel. Cette remarque, nous l'avons soulevée, bien évidemment, pour les écarts sur coût. L'écart sur prix cherche donc à savoir dans quelle mesure le chiffre d'affaires a-t-il subi l'influence du prix. Et donc, on aura la variation du prix calculée au niveau des quantités réelles. Là encore, c'est l'un des principes du plan comptable général. L'écart sur prix, c'est la variation du prix qui multiplie la quantité réellement vendue. Et donc, on aura le prix unitaire de vente unitaire réel moins le prix unitaire prévu de vente qui multiplie la quantité réelle. Et bien sûr, de cette façon, on aura l'écart global et puis ses origines dans l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Nous verrons par la suite que les deux écarts, écart sur quantité et écart sur prix, ne peuvent pas être indépendants. Ils ne peuvent pas être indépendants parce qu'il y a une relation, je dirais, admise par tous les économistes. Eh bien, c'est une relation inverse entre la quantité et le prix. Lorsque le prix baisse, normalement, la quantité vendue doit augmenter. Et lorsque le prix augmente, la quantité, normalement, doit
baisser, sauf des exceptions. Et donc, il y a une relation inverse entre la quantité et le prix. C'est la loi de l'offre, c'est la relation entre la relation inverse entre la quantité demandée et le prix. Donc, parfois, dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une règle générale, mais dans certains cas, un écart sur prix positif explique un écart sur quantité négatif. Et un écart sur prix négatif explique un écart sur quantité positive, c'est-à-dire, il suffit de baisser le prix de vente, et il y a 1000 façons pour baisser le prix de vente. On accorde des remises, on accorde des retours, des réductions, des promotions, etc. pour que les clients achètent plus, et donc on aura la quantité réellement vendue sera supérieure à la quantité prévue. À cause de quoi? J'ai utilisé à cause et non pas grâce, parce que dans certains cas, la quantité augmente et le prix baisse, et la baisse du prix serait, je dirais, au détriment de la rentabilité. Donc à cause d'un écart sur prix, je dirais, défavorable, on a un écart sur quantité favorable. Inversement, si l'entreprise augmente le prix de vente par rapport à la normale, eh bien, il y a risque à ce que les quantités vendues baissent, et donc un écart sur quantité négative, c'est-à-dire défavorable, serait expliqué par un écart sur prix favorable. C'est l'une des limites de l'écart sur chiffre d'affaires. C'est l'une des limites de l'écart sur chiffre d'affaires, une limite importante, et nous le verrons par la suite au niveau de l'application numéro 2 dans l'ordre ici du chapitre. Alors nous allons prendre pour 3 produits les données liées aux prévisions et les données liées aux réalisations. Alors pour le produit A, les prévisions sont les suivantes. La quantité à vendre, c'est 10 000 au prix unitaire de 40. Donc la quantité préétablie et le prix unitaire préétabli, puisque nous sommes dans les prévisions. Donc le chiffre d'affaires prévu pour le produit A, c'est 400 000. Au niveau des réalisations, nous avons vendu un peu plus que ce qui est prévu au niveau des quantités, 11 000 au lieu de 10 000, et également le prix de vente a augmenté de 2 dirhams par rapport à ce qui est prévu, puisque les ventes sont faites au prix unitaire de 42 dirhams et non pas au prix de 40 inscrit dans le cadre du budget, d'où un chiffre d'affaires de 470 000. Alors, le chiffre d'affaires réellement, le chiffre d'affaires prévu, dégage un écart positif de 70 000. C'est un écart favorable. Le signe ici s'interprète comme étant une augmentation par rapport aux prévisions. Et si on est dans les coûts, on dirait qu'un écart positif, c'est un écart favorable. Mais puisque nous sommes au niveau des recettes, et donc un écart positif, c'est une amélioration des recettes. Le chiffre d'affaires, c'est des recettes, donc c'est un écart favorable. Pour le produit B, nous avons 8 000 au niveau des prévisions, au prix unitaire de 60, ce qui fait que le chiffre d'affaires prévisionnel a été de 480 000. Pour les réalisations, la quantité réellement vendue 7 500, elle est en deçà des prévisions 800, mais le prix il est important, 62 au lieu de 60, d'où un chiffre d'affaires de 465 000 au lieu de 480 000. La différence, 465 moins 480, ça donne moins 15 000, un écart global défavorable, puisqu'il traduit une détérioration du chiffre d'affaires, 465 000 au lieu de 480 000, c'est-à-dire l'entreprise a vendu moins par rapport à ce qui est prévu, donc un manque à gagner, une diminution du chiffre d'affaires de 15 000 dirhams. Pour le produit C, les prévisions de vente en quantité C, 5 000, au prix unitaire de 90, d'où un chiffre d'affaires prévu de 450 000. Les réalisations ont révélé donc 3 000 unités du produit vendu à 90 dirhams, le même prix, et donc un chiffre d'affaires réel de 270 000. Par conséquent, l'écart est négatif de 180 000. Voici donc l'écart global au niveau de chacun des produits, et on peut calculer un écart global sur toutes les ventes, c'est-à-dire tout produit confondu. Le chiffre d'affaires réel, c'est 1 197 000, et le chiffre d'affaires inscrit dans le budget d'ensemble, c'est 1 330 000, d'où un écart de combien? De moins 133 000. Eh bien, c'est la somme, c'est-à-dire plus 62 000, moins 15 000, moins 180 000, et ça donne 133 000. Alors, si l'on cherche maintenant à décomposer, la décomposition, c'est la recherche des causes. Lorsque le chiffre d'affaires s'est amélioré, c'est le cas du produit A, et bien on cherche à savoir cette amélioration, est-ce qu'elle est inscrite
du côté des quantités ou du côté des prix. Lorsque l'écart est défavorable, on cherche à répartir cet écart sur les quantités et les prix pour calculer, déterminer la part imputable à chacun des paramètres quantité et prix. Et donc, pour le produit A, on va procéder à la décomposition de la façon suivante. Nous avons l'écart global, c'est le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévu, c'est-à-dire 462 000 moins 400 000, ça donne plus 62 000, c'est un écart favorable. Pourquoi? Parce que le plus ici signifie que c'est une augmentation de chiffre d'affaires, puisque nous sommes dans un centre de profit et de recettes, et donc le signe positif signifie une amélioration. Mais si on était dans un centre de coût, l'écart positif aurait dû être interprété comme étant défavorable. L'écart sur quantité se calcule de la façon suivante: quantité réellement vendue moins la quantité prévue fois le prix unitaire prévu, c'est-à-dire 40. Et donc c'est 11 000 moins 10 000, quantité réelle moins quantité préétablie, fois le prix unitaire préétabli, 40. Ça donne 40 000. C'est un écart, là encore, un écart favorable, parce qu'il est positif, parce que, tout simplement, la quantité réellement vendue 11 000 est supérieure à la quantité prévue de 10 000. Nous avons réalisé des ventes en quantité supérieure par rapport à la normale de 1000 unités. Chaque unité, normalement, est vendue à 40 dirhams, donc ce qui donne un écart sur quantité positif de 40 000. L'écart sur prix maintenant, c'est le prix unitaire réel qui est 42, moins le prix unitaire prévu 40, fois la quantité réellement vendue 11 000. Fois la quantité réellement vendue 11 000. Donc 42 moins 40 fois 11 000, et nous aurons un écart de surprix de 22 000 dirhams. Vous remarquez que l'écart sur quantité, de même que l'écart sur prix, sont, je dirais, positifs, et la somme des deux sous-écarts, l'écart sur quantité et l'écart sur prix, donne l'écart global qui est de 62 000. L'écart global de 62 000. Et donc de cette façon, l'écart global sur chiffre d'affaires est décomposé au niveau des quantités et des prix pour savoir tout simplement à quel niveau, de quel côté le chiffre d'affaires a augmenté. Voyons maintenant le cas d'un écart défavorable, c'est celui du produit B. Alors pour le produit B, le chiffre d'affaires réel 465 et le chiffre d'affaires prévu 480, la différence entre les deux, les réalisations et les prévisions, donne un écart négatif de 15 000, et donc c'est un écart défavorable, c'est une diminution des recettes du chiffre d'affaires, et c'est pas bien pour l'entreprise, parce que l'entreprise cherche à augmenter le chiffre d'affaires, non pas à le réduire. Et donc un écart positif traduit une amélioration, et donc c'est favorable, et un écart négatif traduit une détérioration, une réduction, une diminution des ventes, et donc c'est un écart défavorable. Alors voyons de quel côté le chiffre d'affaires a-t-il augmenté, a-t-il plutôt diminué? Est-ce que c'est du côté des quantités ou des prix? Alors l'écart sur quantité, 7500 c'est la quantité réelle, moins 8000 la quantité prévue, fois le prix unitaire prévu 60. Et donc on aura 7500 moins 8000 fois 60, c'est moins 3000, moins 30 000 plutôt. Moins 30 000, c'est un écart défavorable. Du côté des prix, l'écart sur prix, c'est le prix unitaire réel, moins le prix unitaire prévu 60, donc 62 moins 60, fois la quantité réellement vendue 7500, et nous avons un écart positif de 15 000. Donc du côté des prix, l'écart est positif parce que le prix réel est supérieur au prix prévu 62 au lieu de 60, mais du côté des quantités, l'écart est négatif, il est défavorable parce qu'on a réalisé une vente de 7500 unités au lieu du produit B, au lieu de 8000 unités prévues dans le cadre du budget des ventes relatifs au produit B. Et donc l'écart global, il est globalement défavorable. Pourquoi? Parce que l'écart positif sur prix a été absorbé par l'écart négatif réalisé au niveau des quantités. Et j'ai dit tout à l'heure que l'écart sur quantité et l'écart sur prix sont probablement, je dirais, interdépendants. Donc on peut dire, et sans se tromper, que l'écart sur quantité défavorable, d'accord, est en quelque sorte expliqué par un écart sur prix favorable.
puisque lorsqu'on a voulu augmenter le prix de vente, eh bien, les clients se sont abstenus d'acheter et donc les ventes ont diminué du côté des quantités, hein, ce qui explique un écart, je dirais, défavorable du produit B. Alors vous avez remarqué donc que l'écart sur chiffre d'affaires décomposé en un écart sur quantité, écart sur prix, ne peut pas être un bon outil pour le contrôle. Pourquoi? Parce que la décomposition met en relation deux paramètres, la quantité et le prix, qui s'influencent mutuellement. La relation elle est inverse. Chaque fois que le prix augmente, hein, il y a de fortes chances que la quantité baisse. Et chaque fois que le prix baisse, il y a de fortes chances que la quantité augmente. Et donc l'écart sur quantité et l'écart sur prix ne peuvent pas, je dirais, être un bon outil pour le suivi et pour le contrôle des ventes. Et l'écart sur chiffre d'affaires présente ainsi un certain nombre de limites. Alors, quelles sont les limites du contrôle basé sur le chiffre d'affaires? Alors, comme je viens de le souligner à plusieurs reprises ici, l'écart sur quantité et l'écart sur prix ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. L'écart sur quantité peut s'expliquer par un écart sur prix. Et donc, lorsqu'on reproche, par exemple, à un responsable commercial de ne pas suffisamment contrôler les ventes en quantité, eh bien, il trouverait un prétexte en vous disant c'est tout à fait normal, il n'est pas possible de garder les mêmes quantités, hein, lorsque nous avons majoré le prix en quelque sorte, ou bien lorsque nous avons augmenté le prix. Et inversement, en cas de baisse du prix, les quantités augmentent, les quantités vendues augmentent, et est-ce que cette augmentation des quantités traduit vraiment un effort fourni par le responsable commercial? Non, ce n'est pas automatiquement, parce que généralement, et c'est l'effet mécanique, puisque la relation entre la quantité et le prix, généralement, pour vendre plus, il suffit de réduire les prix, et donc l'écart négatif au niveau des prix serait à l'origine d'un écart positif sur les quantités. De ce fait, hein, l'écart sur chiffre d'affaires n'est pas un outil pertinent. Deuxième limite de cet outil qui est l'écart sur chiffre d'affaires, eh bien, c'est celle qui est liée à la rentabilité qui n'est pas visible. Lorsqu'on calcule l'écart sur chiffre d'affaires, on ne voit que l'évolution des quantités ou l'évolution des prix. Qu'en est-il de la marge? Qu'en est-il de la rentabilité? Est-ce que vraiment, on peut dire que chaque augmentation du chiffre d'affaires s'accompagne d'une augmentation de la rentabilité? Pas automatiquement. Pas automatiquement, parce que nous avons dit qu'il suffit d'augmenter la quantité par la baisse du prix. Et lorsqu'on on diminue le prix, quelle est la conséquence? Nous allons réduire, anéantir, affaiblir la rentabilité. Et donc l'écart sur chiffre d'affaires ne renseigne pas du tout sur la rentabilité de l'entreprise, et il est possible à ce que l'augmentation du chiffre d'affaires se fasse au détriment de la rentabilité, qui doit être la préoccupation et même la raison d'être de l'entreprise, puisque la théorie économique, hein, nous l'avons cru. La théorie économique s'est faite sur la base d'une hypothèse, c'est que l'entreprise cherche à maximiser le profit, à maximiser sa rentabilité. Et si l'on croit à cette hypothèse, ce n'est pas le lieu ici, le contexte, sinon il y a un certain nombre de choses à redresser. Cette hypothèse même présente un certain nombre d'insuffisances. Mais si l'on croit à cette hypothèse, c'est-à-dire que l'entreprise elle est faite pour la rentabilité, et donc les ventes, hein, ne constituent qu'un passage vers la rentabilité, eh bien l'écart sur chiffre d'affaires ne renseigne pas sur la rentabilité, et donc l'écart sur chiffre d'affaires ne doit pas être à sa place pour un bon contrôle des ventes qui doivent garantir un minimum de rentabilité. Alors la volonté d'augmenter le chiffre d'affaires peut conduire à réduire les prix. Lorsque vous fixez un objectif en termes de volume à un responsable, vous lui dites, eh bien, vous avez la responsabilité et la mission d'augmenter le chiffre d'affaires de 10%. Bien, devant l'impossibilité de stimuler les ventes à la fois au niveau des quantités et des prix, eh bien, elle peut réduire, hein, le prix en accordant des remises. Vous savez qu'il est possible d'appâter le client à travers les réductions, appâter entre guillemets. Et donc, le fait de réduire le prix conduirait à une augmentation de la quantité vendue. Et si la variation de la quantité est supérieure à la variation du prix, alors on aura une augmentation du chiffre d'affaires et on aurait l'impression que la performance est là, mais cette performance au niveau du volume peut être la cause d'une détérioration, c'est-à-dire une mauvaise performance au niveau de la rentabilité. Et donc le développement des ventes se fera ainsi
d'accord, au détriment de la rentabilité. C'est la raison pour laquelle le contrôle des ventes doit être basculé vers un écart qui traduirait l'évolution ou bien l'état de la marge ou de la rentabilité. Eh bien, c'est l'écart sur marge. C'est l'écart sur marge. Et donc, si l'écart sur marge est, je dirais, considéré comme étant un outil pertinent pour mettre en place un contrôle des ventes, eh bien, c'est en raison des insuffisances ou des limites de l'écart sur chiffre d'affaires que nous venons d'expliciter tout à l'heure. Ces limites sont liées, premièrement, à la relation qui existe entre la quantité et le prix. Deuxièmement, au fait que l'écart sur chiffre d'affaires ou bien l'augmentation des ventes ne renseigne pas du tout sur l'évolution de la rentabilité. Alors la marge que nous allons calculer ici, c'est une marge sur coût préétabli. C'est une marge sur coût préétabli pour une entreprise industrielle. Sinon, ça peut être pour une entreprise commerciale une marge sur coût d'achat. Une marge sur coût d'achat prévue, bien préétablie. Alors la marge sur coût préétabli serait donc calculée de la façon suivante, c'est le prix de vente unitaire moins un coût préétabli. Alors c'est quoi ce coût préétabli? Ça peut être un coût préétabli de production, ça peut être un coût préétabli d'achat pour une entreprise commerciale qui ne produit pas, elle achète et elle vend en l'état les marchandises. En tout cas, c'est un coût préétabli et non pas un coût réel. Pourquoi? Parce que si on prend nous reviendrons sur cela tout à l'heure, si on est dans le cadre d'une entreprise industrielle, alors là, les produits sont transférés du centre technique chargé de la production au centre commercial chargé de la distribution ou bien des ventes. Et bien, si on prend en considération le coût réel, et bien, lorsque le coût réel dépasse le coût préétabli, il y a une mauvaise performance au niveau du service technique et sera transféré vers le service commercial. Inversement, s'il y a une bonne performance au niveau du service technique, c'est-à-dire que le coût réel est inférieur au coût préétabli, c'est-à-dire un écart positif, alors cette bonne performance sera appropriée par le service commercial et il y aurait un mélange des responsabilités, chose que le contrôle, tout simplement, n'aime pas. Voilà, parce que le contrôle signifie la localisation des responsabilités. C'est la raison pour laquelle le coût préétabli ici, le coût de référence ici retenu pour calculer la marge, c'est le coût préétabli, à la fois pour calculer la marge unitaire réelle et pour calculer la marge unitaire prévue. Alors la marge unitaire réelle, que nous allons noter MUR, c'est le prix de vente unitaire réel moins le coût préétabli. Et la marge unitaire prévue, c'est elle-même, c'est toujours le coût préétabli qui sera retenu. La marge unitaire prévue, c'est le prix de vente prévu moins le coût préétabli. Les deux. Alors vous remarquez ici que la marge unitaire prévue, c'est le prix de vente prévu moins le coût préétabli. Et la marge unitaire réelle, c'est le prix de vente réel moins le coût préétabli. Alors là, pourquoi le coût préétabli et non pas le coût réel? Parce que si l'on met le coût réel ici, il y aurait transfert de la mauvaise performance ou bien de la bonne performance du service technique et contrôle des coûts de production au service commercial qui n'a pas la responsabilité des coûts, mais il a la responsabilité des prix et des quantités. Et donc, dans le souci de séparer les responsabilités, le plan comptable général vous recommande à ce que le transfert des produits du service technique vers le service commercial se fasse sur la base des coûts inscrits au budget. Et les coûts inscrits du budget, ce sont des coûts préétablis, ce sont des coûts standards. Et donc, dans la fiche de coût standard, si vous êtes devant une étude de cas, le coût préétabli ici, c'est le coût standard du produit, celui que vous avez dans la fiche de coût standard, ou bien celui que vous avez obtenu au niveau du budget standard de production, c'est-à-dire le total des charges directes et indirectes divisé par la quantité produite. Prévu, bien sûr. Et donc, de cette façon, on aura l'écart sur marge, sera la marge totale réelle, moins la marge totale budgétée, ou bien prévue. La marge totale réelle, moins la marge totale budgétée. L'écart sur marge ici, il est calculé au niveau global. C'est un écart global, et donc c'est la marge totale réelle, moins la marge totale prévue. Comment on calcule la marge totale réelle? La marge totale réelle, c'est la marge unitaire réelle fois la quantité réelle, tout simplement. C'est la marge unitaire réelle que nous avons calculée ici par la différence prix de vente réel moins coût préétabli qui multiplie la quantité. Et donc, la marge totale réelle, c'est la marge unitaire réelle fois la quantité réelle, c'est-à-dire le prix unitaire réel moins le coût préétabli, je vais souligner ici, comme dans la formule, fois la quantité réelle. Et la marge totale budgétée, ou bien prévue, ou bien préétablie, c'est la même chose, c'est la marge unitaire préétablie fois la quantité préétablie. La marge unitaire préétablie, c'est
le prix de vente prévu moins le coût préétabli. Et la quantité préétablie, c'est la quantité prévisionnelle, celle que nous avons prévu de vendre au niveau du produit. Et on aura la marge unitaire réelle, préétablie plutôt, c'est le prix de vente préétabli moins le coût préétabli. Et pour obtenir la marge totale budgétée, il suffit de multiplier par, je dirais, la quantité préétablie. D'accord. Alors l'écart sur marge donc sera la marge totale réelle moins la marge totale budgétée. La marge totale réelle moins la marge totale budgétée. C'est-à-dire, si on retient ces notations, QR c'est la quantité réellement vendue, PR c'est le prix unitaire, je dirais, réel, la marge unitaire réelle, MUR, etc. Donc vous avez l'écart sur marge, c'est le prix unitaire réel moins le coût préétabli fois la quantité réelle, voilà, moins le prix préétabli fois moins le coût préétabli, c'est-à-dire la marge unitaire préétablie fois la quantité préétablie. Donc les formules, ils sont faciles à maîtriser. Ils seront d'autant plus faciles que, une fois on les verra au niveau d'un exemple d'application. Alors cet écart sur marge calculé au niveau global, il est lui-même décomposé. Il est décomposé, on a un écart sur quantité et un écart sur prix. Un écart sur quantité, un écart sur prix, puisque la détérioration ou l'amélioration de la marge, il peut être du fait du côté à la fois de la quantité et du prix. Et donc, dans un souci de localisation de responsabilité, ou bien du partage de l'écart global sur marge entre les prix et les quantités, on calcule un écart sur quantité, un écart sur prix. Alors, l'écart sur quantité, c'est toujours fidèle à la formule retenue par le plan comptable. Quantité réellement vendue moins quantité prévue fois la marge unitaire prévue. La marge unitaire prévue, c'est le prix de vente prévu moins le coût préétabli. Et l'écart sur prix, nous l'avons appelé ici écart sur prix pour retenir, je dirais, les appellations du plan comptable général. Sinon, c'est un écart sur marge unitaire. C'est un écart sur marge unitaire. Le prix ici, c'est la marge. Ce n'est pas le prix de vente, même si l'écart sur prix, l'écart sur marge unitaire renverrait par la suite à, je dirais, à l'écart sur prix calculé au niveau du chiffre d'affaires. Nous le verrons de suite. Alors l'écart sur prix, mais c'est en fait un écart sur marge unitaire, c'est la marge unitaire réelle moins la marge unitaire prévue fois la quantité réelle. Et donc on aura la marge unitaire réelle fois la quantité réelle moins la marge unitaire fois la quantité, moins la marge unitaire prévue fois la quantité réelle, ou bien c'est le prix de vente réel moins le coût préétabli fois la quantité réelle, moins le prix de vente prévu moins le coût préétabli fois la quantité réelle. C'est des formules donc j'ai détaillé ici pour les rendre beaucoup plus abordables. Sinon, au niveau des études de cas, bien l'exemple d'application que nous verrons tout de suite, et des études de cas qui vous seront soumises dans le cadre de travaux dirigés, vous aurez le temps donc de vous familiariser davantage avec ces formules et leur exploitation. Alors, cet écart sur prix ou bien l'écart sur marge unitaire que nous avons calculé ici au niveau de la marge doit renvoyer à l'écart sur prix au niveau du chiffre d'affaires. Alors, nous avons l'écart sur prix, c'est le prix unitaire. C'est le prix unitaire réel moins le prix unitaire préétabli fois la quantité réelle, si on dit dans le chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'on va l'obtenir ici? Oui, nous avons l'écart sur marge unitaire, c'est lui-même l'écart sur prix pour la marge. C'est, si je retiens la dernière formule, c'est le prix unitaire réel moins le coût préétabli, d'accord, fois la quantité réelle, moins le prix unitaire prévu, moins le coût préétabli, fois la quantité réelle. Et on aura la chose suivante. Le prix, si on enlève les parenthèses et si on enlève les accolades plutôt, alors on aura les parenthèses, on aura prix de vente réellement coût préétabli moins prix de vente préétabli plus, parce que moins et moins c'est plus le coût préétabli fois la quantité réelle. On peut simplifier par le coût préétabli ici, donc moins coût préétabli plus coût préétabli, moins coût préétabli et plus coût préétabli. Qu'est-ce qui reste? C'est le prix de vente réel moins le prix de vente préétabli fois la quantité réelle. Eh bien, c'est l'écart sur prix au niveau du chiffre d'affaires. Une manière de dire que l'écart sur marge unitaire, c'est-à-dire l'écart sur prix au niveau de la marge, n'a pas d'autre explication
que l'écart sur prix calculé au niveau du chiffre d'affaires, puisque la marge unitaire est calculée, la marge unitaire réelle est prévue et calculée par rapport à un coût préétabli, et donc l'amélioration de la marge, la détérioration de la marge ne peut s'expliquer que par l'amélioration du prix ou par la détérioration du prix de vente. Voilà l'explication, et cette expression donc il est mise en évidence par, je dirais, la ressemblance qui existe entre l'écart sur marge et l'écart sur prix au niveau du chiffre d'affaires. Alors nous allons donc se mettre à l'épreuve ces différentes analyses, ces différentes décompositions et ces différentes formules à travers une application qui porte le numéro 3 dans l'ordre, puisque nous avons une application déjà au niveau de la première section, une application une deuxième application dans la présente section 3 et une troisième application. Alors nous allons reprendre l'exemple précédent, celui de l'application 2, en supposant que les coûts préétablis de production soient les suivants. Pour le produit A, c'est 16 dirhams, pour le produit B, c'est 24, et pour le produit C, c'est 42. Alors nous allons calculer les écarts sur marge. Alors pour le produit A, la quantité prévue 10 000, et quel a été le prix de vente? Le prix de vente prévu, c'est 40. Si vous avez pour mémoire, c'est 40. Je vais remonter. C'est 40. Retenez bien pour le produit A. Le prix de vente prévu, c'est 40. Et le prix de vente réel, c'est 42. Pour le produit B, le prix de vente prévu, 60. Et le prix de vente réel, 62. Et pour le produit C, le prix de vente prévu, 90. Et le prix de vente réel, c'est 90 et 90. Alors, je reviens à l'application numéro 3. Voilà. Nous avons, au niveau des prévisions, les quantités, c'est les mêmes. 10 000, 8 000, 5 000. 11 000, 7 500, 3 000. Alors, comment on calcule la marge unitaire? La marge unitaire, c'est le prix de vente prévu pour les prévisions. La marge unitaire prévue. C'est le prix de vente prévu qui est de 40, moins le coût préétabli qui est de 16. 40 moins 16, c'est 24. 40 moins 16, c'est 24. La marge unitaire réelle, c'est le prix de vente réel moins le coût préétabli. Le prix de vente réel, c'est 42. Le coût préétabli 16. 42 moins 16, c'est 26. Et donc, nous aurons une marge prévue pour le produit A, c'est 10 000 fois 24, 240 000. Et la marge réellement réalisée, c'est 11 000 fois 26, 286, d'où un écart positif de 46 000. C'est une augmentation de la marge. Pour le produit B, le prix de vente prévu, c'était 60. Le coût préétabli, 24. 60 moins 24, ça donne 36. Et la marge unitaire réelle, c'est le prix de vente réel, 62, moins le coût préétabli, 24, c'est 38. Nous avons donc la marge unitaire prévue et la marge unitaire réelle. Les quantités prévues et réelles, donc il est possible de calculer la marge totale prévue, c'est 8 000 fois 36, 288 000. Et la marge totale réelle, 7 500 fois 38, c'est 285. Nous remarquons que la marge totale réelle est en deçà de la marge totale prévue, et donc un écart global sur marge de négatif de 3 000. C'est une détérioration de la marge. Nous verrons les causes par la suite lorsqu'on aurait décomposé l'écart global en écart sur quantité, écart sur marge unitaire. Pour le produit C, le prix de vente prévu, c'est 90 et le prix de vente réel, c'est 90. Alors, 90 moins 40, coût préétabli unitaire, c'est 50. Et 90 moins 40, le coût préétabli, c'est 50. Donc, on aura la marge totale prévue, c'est 5 000 fois 50, 250 000. Et la marge totale réelle, c'est 3 000 fois 50, 150 000. Une détérioration de la marge au niveau du produit C, de combien? De 100 000 dirhams. Alors, au niveau global, c'est-à-dire si on raisonne au niveau des trois produits, c'est-à-dire au niveau des ventes d'ensemble, la marge prévue de l'entreprise pour les trois produits, c'est 778 000 et
la marge réelle, c'est 721 000, d'où un écart négatif de global de 57 000. C'est une détérioration de la marge sur l'ensemble des différents produits. Alors là, la marge unitaire, si on confond les différents produits, si on suppose qu'il est possible de faire la somme des quantités, mais la somme des valeurs d'un chiffre d'affaires, c'est possible parce que le chiffre d'affaires, il est standard, il est mesuré en unité monétaire. Donc on peut faire la somme du chiffre d'affaires du produit A et du produit C ou B sans problème. Mais les quantités, ce n'est pas toujours le cas. Si on suppose que les quantités peuvent être agrégées, et donc on aura une marge unitaire sur les trois produits prévus de 33,8261 et une marge unitaire réelle de 33,53, 33,5349, une détérioration de la marge unitaire sur l'ensemble des produits, et nous reviendrons sur l'explication tout de suite. Alors, on va comparer les marges réelles et les marges prévues. Alors, la comparaison peut se faire soit au niveau global, c'est-à-dire la dernière ligne ici, soit au niveau de chaque produit. La comparaison se fera au niveau global, c'est-à-dire pour tous les produits, la dernière ligne, ou bien au niveau des différents produits. Et vous avez ici, globalement, la marge s'est détériorée de combien? De 57 000 dirhams. Et cette détérioration, elle est répartie, analysée au niveau de chacun des produits. Nous verrons les deux comparaisons. La comparaison des marges réelles et prévues se fera dans un premier temps au niveau global. Et on aura l'écart sur quantité. L'écart global, c'est 57 000, il est négatif. Et l'écart sur quantité serait donc 21 500, c'est la quantité de A, de B et de C réellement vendue, moins la quantité prévue de A, de B et de C. 21 500, je reviens, 21 500 moins 23 000. 21 500 moins 3 000 fois la marge unitaire prévue, c'est-à-dire 33,8261. Et l'écart, il est globalement sur les quantités 50 000, il est négatif, de 50 739, c'est un écart défavorable. L'écart sur prix, c'est la marge unitaire réelle moyenne, 33,53,49, moins la marge unitaire moyenne prévue sur les trois produits, 33,82,61. Qui multiplie la quantité réellement vendue sur les trois produits, c'est 21 500, d'où un écart, là encore négatif, de 6 261, c'est un écart défavorable. Et la somme, l'écart global sur marge, il est de 57 000, c'est ce que nous avons obtenu tout à l'heure. Alors maintenant, j'attire votre attention sur une remarque, un constat qui peut être en contradiction avec ce que nous avons vu. Alors l'écart sur prix négatif, il est là. L'écart sur prix et l'écart sur marge, il est négatif de 6 261. Il traduit une détérioration des marges unitaires. Lorsque l'écart est négatif, eh bien c'est une détérioration de la marge unitaire sur l'ensemble des produits. Parce que l'écart, la comparaison, il s'est faite au niveau global. Mais nous avons constaté lorsque nous avons calculé la marge réelle et prévue de chacun des produits, qu'au niveau de chacun des produits, la marge unitaire réelle, elle est soit supérieure, soit elle est égale à la marge prévue, unitaire prévue. Alors, je reviens. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Globalement, la marge unitaire réelle, 33,53,59, elle est inférieure à la marge unitaire prévue, 33,82,61. 33,53,49 inférieur à 33,82,61. C'est la raison pour laquelle l'écart sur prix ou bien l'écart sur marge unitaire est défavorable. Cet écart défavorable calculé au niveau des trois produits laisse entendre qu'il y a une détérioration des marges au niveau des produits. Il y a une détérioration des marges au niveau des produits. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que pour le produit A, la marge prévue c'est 24 et la marge réelle c'est 26. C'est une augmentation. Pour le produit B, la marge prévue 36 et la marge réelle c'est 38. C'est une amélioration. Pour le produit C, la marge unitaire prévue c'est 50 et la marge unitaire réelle c'est 50. Il n'y a pas de détérioration.
Pourquoi alors l'écart sur prix est défavorable alors qu'il n'y a pas, je dirais, de détérioration de la marge au niveau d'aucun produit? Alors, nous avons parlé tout à l'heure, lorsque nous avons identifié les objectifs qu'on assigne généralement au responsable commercial, nous avons identifié 3 objectifs. Les objectifs liés aux quantités, les objectifs liés au prix et les objectifs liés à la structure des ventes. C'est à ce niveau-là que nous allons remarquer que la structure des ventes n'est pas bien respectée. Et n'est pas bien respectée. Alors, si nous remarquons, si nous essayons un peu de voir la structure des marges, et donc nous avons, pour le produit B, la marge est faible, 26. Pour le produit B, la marge est également faible, 38. Et pour le produit C, c'est là où la marge est plus importante. C'est là où la marge est plus importante. Donc, normalement, les produits ici doivent être vendus selon l'ordre décroissant de leur marge. Selon l'ordre décroissant de leur marge. Quel est le produit qui doit être vendu le plus? Essayez de me suivre s'il vous plaît. Quel est le produit qui doit être vendu le plus? C'est le produit C. Le produit qui doit être vendu le plus, c'est le produit C, parce que sur chaque unité vendue du produit C, on réalise une marge de combien? De 50 dirhams. Une marge de 50 dirhams. Alors qu'au niveau du produit A, il faut vendre 2 unités du produit A pour réaliser la marge 26 et 26, 50 ou 52. Donc normalement, c'est le produit C qui doit être vendu en premier lieu. En deuxième lieu, c'est le produit B. Et en dernier lieu, c'est le produit A. Parce que l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser la marge et non pas le chiffre d'affaires. Or, dans la réalité, quels sont les produits qui sont vendus le plus? C'est le produit A. C'est le produit qui dégage la faible marge. Quel est le produit qui est vendu moins? C'est le produit B et le produit C. Les produits qui ont normalement une marge importante par rapport à la marge du produit A et qui méritent plus d'attention et plus de promotion, plus d'efforts à déployer par les services commerciaux. Et donc les responsables commerciaux ici n'ont pas respecté la structure des ventes parce que normalement, ils devaient réaliser un écart positif sur le produit B et un écart positif sur le produit C, désolé, et un écart positif sur le produit B, et après, on peut tolérer un écart négatif si on ne peut pas l'éviter au niveau du produit A, parce que la baisse des ventes du produit A n'aura pas d'impact sur la marge, puisque c'est le produit à faible marge. C'est un produit à faible marge. Et bien, si vous voulez comprendre cet objectif de structuration, bien de structure des ventes, et bien tout simplement, c'est le cas d'un étudiant qui prépare ses examens. Il a 4 ou 5 modules à passer, mais à des coefficients différents. Le module, par exemple, contrôle-gestion, coefficient 4. Le module X, coefficient 2. Et le module Y, coefficient, je dirais, 1. Donc, normalement, quel est le module qui doit consommer trop d'efforts pour l'étudiant? C'est le module contrôle-gestion, puisqu'il a un coefficient 4. Et puis, par la suite, le module X et le module Y, c'est-à-dire que la répartition des ressources et donc de l'effort se fera en fonction de la récompense obtenue au niveau de chacun des modules, parce qu'une note de plus au niveau d'un module à coefficient 4 est équivalente à 4 points au niveau d'un module qui n'a qu'un coefficient égal à 1. Et donc là, l'étudiant peut-être n'a pas bien calculé le temps qu'il fallait répartir entre les différents modules, mais au niveau de l'entreprise, les modules ici, ce sont les produits. Normalement, les produits qui doivent mériter plus d'importance, eh bien, c'est les produits à forte marge et non pas les produits à faible marge. Je rectifie, ce n'est qu'un exemple que j'ai donné lorsque j'ai cité les modules. Sinon, il n'y a pas de pondération. Tous les modules ont un même coefficient. Les différents modules qui font le semestre 6 au niveau du parcours gestion, y compris le projet de fin d'études, ils ont le même coefficient. La comparaison peut se faire, je dirais, au niveau de chacun des produits. Au niveau, la comparaison des marges au niveau global renseigne sur le respect de la structure des ventes.
Mais la comparaison au niveau de chacun des produits renseigne sur l'évolution de la marge au niveau de chacun des produits. C'est une méthode analytique de décomposition. Alors l'écart global pour le produit A, c'est 46 000. Il est décomposé en écart sur quantité, il est de 24 000. Et l'écart sur prix, il est de 22 000. Le total, 24 et 22, c'est 46. Donc l'écart sur quantité, c'est la quantité réellement vendue 11 000 moins la quantité prévue 10 000 fois la marge unitaire prévue, fois la marge unitaire prévue 24. Et donc on a 24 000. Et l'écart provenant des prix, c'est la marge unitaire réelle 26 moins la marge unitaire prévue 24 fois la quantité réellement vendue 11 000. Et donc un écart favorable de 22 000. Pour le produit A, les deux écarts sur quantité et sur prix sont les deux favorables parce que nous avons un écart positif et positif. Alors, je reviens à ce que j'avais plutôt souligné tout à l'heure. L'écart sur prix au niveau du chiffre d'affaires, c'est l'écart sur prix au niveau de la marge parce que ici, les deux sont multipliés par la quantité réelle 11 000. Le prix de vente réel 42, moins le prix de vente prévu 40, c'est 2 fois 11 000, c'est 22. Et au niveau des marges, c'est la marge unitaire réelle 26, moins la marge unitaire 24, c'est toujours 2 fois le prix, la quantité réellement vendue 11 000. Pourquoi? Parce que la marge unitaire réelle et la marge unitaire prévue sont calculées par rapport à un coût préétabli, celui qui est inscrit au budget. Et donc, la variation de la marge unitaire ne peut être due qu'à la variation du prix de vente lui-même. Pour le produit B, l'écart global est négatif de 3 000, il est défavorable. Lorsqu'on le décompose pour savoir la part des quantités et la part imputable prix, on remarque que l'écart sur prix est positif parce que la marge unitaire a augmenté de 36 à 38 et l'écart sur quantité est négatif puisque la quantité a baissé de 8 000 à 7 500. Alors, pour le produit C, nous avons un écart global sur marge défavorable de 100 000. C'est la marge totale réelle 150 000 moins la marge totale prévue de 150 000. La décomposition de l'écart global sur marge donne les écarts sur quantité sur prix suivants. L'écart sur quantité, c'est la quantité réellement vendue 3 000 moins la quantité prévue 5 000 fois la marge unitaire prévue 50. Ça donne un écart négatif de 100 000 dirhams. Donc c'est un écart défavorable. Une baisse des quantités entraîne une baisse de la marge. Par contre, l'écart provenant des prix ou bien l'écart sur prix, il est neutre. La marge unitaire réelle moins la marge unitaire prévue est égale à 0, 50 et 50, fois la quantité réellement vendue 3000, donc l'écart est neutre. Alors cet écart, il est neutre, mais il peut être, selon les cas, interprété comme étant un écart favorable ou un écart défavorable, dont la réalité n'est pas neutre. Si le standard, c'est-à-dire la marge unitaire prévue, est calculé sur la base d'un coût préétabli, sévèrement établi, c'est-à-dire un standard, et je dirais sévère, alors le fait déjà de respecter un standard sévère, c'est déjà une bonne performance. Inversement, être en dessous d'un écart, au-dessous d'un standard établi de façon sévère, ne s'interprète pas comme étant un écart défavorable. Donc ça dépend de l'écart. Ça dépend du coût préétabli retenu au départ, puisque le coût préétabli aurait un effet sur la marge unitaire. En tout cas, un écart sur prix ici égal à 0 signifie que la marge unitaire réelle est elle-même la marge unitaire prévue, et s'il y a détérioration de la marge globale, c'est à cause des quantités. C'est à cause des quantités. Et donc, nous avons ici analysé l'écart sur marge à deux niveaux. Au niveau global, c'est-à-dire au niveau de tous les produits, pour savoir dans quelle mesure la structure des ventes a été respectée, dans quelle mesure les produits sont vendus selon leur importance. Et nous avons dit que c'est le produit C qui a une forte marge qui doit être normalement vendu le plus, puis au second rang doit arriver le produit B, et finalement au troisième rang le produit A, dont la marge est la plus faible des trois produits. Mais contrairement à ce que l'on doit respecter normalement, nous avons les responsables commerciaux qui ont inversé, d'accord, l'importance des produits. On a un écart positif sur le produit à faible marge et un écart négatif sur les produits à forte marge, respectivement le produit B et le produit C. Alors pour conclure,
Le présent chapitre a porté sur le contrôle budgétaire. Le présent chapitre a porté essentiellement sur le contrôle budgétaire, puisque nous sommes dans le contrôle de gestion, et le contrôle budgétaire, c'est une forme de contrôle, je dirais, de gestion. La gestion budgétaire, c'est bien le contrôle budgétaire, c'est un outil du contrôle de gestion. Nous avons mis l'accent sur la fonction commerciale, à la fois au niveau des prévisions et au niveau, je dirais, de l'établissement du budget et au niveau de l'analyse des écarts, c'est-à-dire du contrôle. Nous étions partis du fait que dans le cadre de la décentralisation, il y a responsabilisation des responsables. Chaque département correspond à un responsable, et nous avons également retenu l'hypothèse du cloisonnement entre les fonctions, c'est-à-dire que les fonctions ne communiquent pas, du moins au niveau de lorsque chacune établit son budget. Alors la fonction commerciale établit son budget, et donc il ne prend en charge au niveau de l'établissement du budget que les prévisions de quantité et de prix et les prévisions de coût. Donc les prévisions de charges que nous avons vues ici, c'est les prévisions liées aux charges exclusivement affiliées, je dirais, à la direction commerciale, et non pas celles relevant du service technique production ou bien approvisionnement. Alors ce contrôle budgétaire doit permettre à la direction de vérifier dans quelle mesure les prévisions de chiffre d'affaires, les prévisions de coûts et les budgets établis en conséquence ont été respectés. Dans quelle mesure ils ont été respectés. Alors, le contrôle budgétaire se fait essentiellement par le calcul et l'analyse des écarts. Alors, les écarts que nous avons calculés, ici, c'est des écarts qui relèvent du service commercial, c'est les écarts sur chiffre d'affaires et les écarts sur vente. Mais si on cherche à remonter vers le résultat, et à partir du résultat, faire marche arrière pour savoir pourquoi il y a amélioration du résultat ou détérioration du résultat, alors dans ce cas, il faudrait prendre en considération à la fois l'évolution des coûts et l'évolution du chiffre d'affaires. Et le schéma que je vais présenter tout de suite donc, présente une certaine articulation relativement classique, c'est celle qui est retenue par le plan comptable. Alors si l'on veut situer l'analyse au niveau du résultat, c'est-à-dire à l'étape plus avancée, plus finale, et bien le résultat, c'est la différence entre un chiffre d'affaires et les coûts assurés par l'entreprise, c'est-à-dire les coûts des différents coûts. Alors on aura l'écart sur résultat, c'est-à-dire le résultat réel moins le résultat prévu, sera donc décomposé en un écart sur chiffre d'affaires et un écart sur coût. L'écart sur coût, c'est ce que nous avons vu au niveau du premier chapitre. Un écart sur coût, il se calcule entre la différence entre un coût réel et un coût prévu. Et le coût ici peut être un coût d'achat, un coût de production, un coût direct, un coût indirect, un coût de distribution, ainsi de suite. Si nous avons concentré notre attention, notre effort sur le calcul des écarts sur coût de production, en parlant de charge directe, charge indirecte, c'est uniquement pour vous donner une démarche à suivre. Sinon, c'est le même principe à suivre une fois. Je dirais, vous êtes devant les coûts, quelle que soit la nature des coûts. C'est des coûts d'achat, c'est des coûts de distribution, c'est des coûts de production, c'est des coûts indirects, et ainsi de suite. Alors, l'écart sur chiffre d'affaires, nous l'avons donc analysé au niveau de ce deuxième chapitre. Nous l'avons décliné en un écart sur prix et un écart sur quantité. L'objectif, c'est de localiser les responsabilités. Pour les écarts sur coût, nous les avons donc traités amplement au niveau du premier chapitre, et l'écart sur coût peut être calculé au niveau des charges directes comme il peut être calculé au niveau des charges indirectes. Au niveau des charges directes, élément, par matière, par composant, par main-d'œuvre, et au niveau des charges indirectes, c'est par centre d'analyse. Afin de mettre en place une gestion par les exceptions, vous vous rappelez, la gestion par les exceptions, nous l'avons évoquée au niveau du premier chapitre lorsque nous avons essayé un peu de justifier l'importance des coûts préétablis, et nous avons dit que grâce aux coûts préétablis, il est possible de mettre en place une gestion par les exceptions. C'est quoi la gestion par les exceptions? Eh bien, tout simplement, nous avons la direction générale qui est placée à un niveau plus haut de la hiérarchie. Elle a des préoccupations, elle a des missions, elle a des tâches, elle a un ensemble de préoccupations, et donc il n'a pas le temps à consacrer au suivi des opérations courantes, et normalement il devrait y avoir quelqu'un qui fera ce suivi. C'est les responsables, je dirais, au niveau des différents centres. Alors quand est-ce que la direction générale intervient
avec force, parfois pour rétablir l'ordre et pour instaurer une certaine régularité de fonctionnement, lorsque les écarts calculés dépassent un seuil de tolérance. Pourquoi? Parce que parfois la volonté de rectifier une anomalie, de pallier un dysfonctionnement, coûte plus cher que le dysfonctionnement lui-même, et donc ce n'est pas parce qu'un écart est défavorable ou bien favorable que la direction générale doit intervenir. Alors il doit intervenir lorsque l'écart dépasse un certain seuil, d'où l'importance de définir préalablement ce seuil de tolérance. Alors c'est quoi ce seuil de tolérance? Il est calculé de la façon suivante, c'est l'écart obtenu divisé par la prévision. Si on est dans les coûts, eh bien l'écart c'est l'écart sur coût et la prévision c'est le coût préétabli. Si on est au niveau du chiffre d'affaires, eh bien c'est l'écart sur chiffre d'affaires et la prévision c'est le chiffre d'affaires prévu. Si on est au niveau de la marge, eh bien l'écart c'est l'écart sur marge et la prévision c'est la marge prévue. Et de cette façon, un écart qui dépasse un seuil de tolérance, c'est ce que nous avons appelé un écart normalement important, mérite vraiment, d'accord, une intervention de la direction générale qui exceptionnellement doit intervenir pour établir l'ordre, pour mettre en place un plan d'action qui viseront à remettre les choses à l'ordre et à établir, je dirais, l'objectif ou bien la régularité que nous avons souhaité au départ. Sur cela donc je tiens à vous remercier. Je vous souhaite un bon apprentissage. Ce chapitre il est riche, je suppose, en termes d'enseignement, en termes de formation, de connaissances. Je vous invite donc à suivre ces vidéos avec beaucoup d'attention. Nous aurons l'occasion pour discuter de vos questions au niveau des séances interactives et à la fois au niveau de travaux dirigés, au niveau de ce cours. Je vous souhaite bonne journée et rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah.